Bonsoir, bienvenue, bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes sur le coup de minuit, il est minuit 6. Nous sommes le 26 octobre donc 2022. Vidéo enregistrée très tard car ce soir nous avons été voir un film. Buvons, buvons et moquons-nous du reste. Un film co-réalisé par Jean-Marie Apostolides et je vais sans doute ici trouver le nom du co-réalisateur, Ragueneau, me semble-t-il. Et peut-être que je me trompe, c'est à vérifier. Alors c'est quoi au juste Buvons, buvons et moquons-nous du reste? Ben, film qui était présenté à la Cinémathèque, mais juste avant. Je dois vous décrire un peu l'état du centre-ville de Montréal la nuit, un soir de semaine. Il y a des itinérants partout, des gens en crise psychotique grave, une multitude de junkies, des personnages menaçants, des jeunes affalés à l'entrée à l'entrée des métros, une atmosphère, le parc Émilie Gamelin est, est rempli d'ombre. On, En fait, c'est extrêmement inquiétant. Moi qui ai grandi dans le centre-ville de Montréal, je ne me rappelle pas d'y avoir vu autant de misère, autant de souffrance. C'est comme si c'était devenu, le centre-ville était devenu une plaie vive où tous les infortunés de la province s'étaient donné rendez-vous pour pactiser en, en des, j'allais dire des noces macabres, mais c'est des noces avec la mort, assurément. La mort rôde partout et la folie. Et c'était assez saisissant parce que le film que justement que nous avons vu, c'est l'histoire d'un homme, Michel, je ne vais pas perdre mes notes, euh, Michel Mazeron. Michel Mazeron. Et celui qui l'a co-réalisé, c'est son cousin germain, Jean-Marie Apostolides. Jean-Marie Apostolides, je vous montre un des livres qu'il a écrit, ça va vous donner un petit peu l'idée de son envergure intellectuelle, qui est grande. Il est le biographe de de Guy Debord. Tenez, je vous montre le livre. Le naufrageur, grande biographie, paru chez Flammarion. Et c'est un livre assez dur qui nous dresse un portrait assez terrible de ce qu'était l'homme de bord. J'aurais envie de dire, ouais, j'en dirai pas davantage. Et de bord a eu accès aux sources, Apostolides a eu accès aux sources premières, donc des documents de première main. Toutes les autres biographies qui ont précédé celle d'Apostolides ont été reléguées, je dirais, pas aux oubliettes, mais remises en tout cas à leur place, c'est-à-dire manquant d'informations de base. Il a été également, Apostolides, le traducteur français de Unabomber. Je ne me rappelle pas si Unabomber était encore recherché à ce moment-là. Mais on se rappelle que Unabomber avait été le terroriste le plus recherché des États-Unis avant l'arrivée de Ben Laden et que, ayant commis, ayant commis quelques actes, quelques actions terroristes, il avait passé une entente avec le New York Times afin de publier son manifeste contre la société industrielle. Et Apostolides avait été l'un de ses traducteurs. Apostolides aussi a été professeur pendant des années à l'université Stanford en Californie. Attendez, je vais voir, on va le voir sa bibliographie. C'est une pointure, autrement dit. Oui, je vous le montre, il est autographié.
Hein? Voilà. Pour mon ami, pour mon cher ami Bruno Lalonde. Je passe le reste. J'aime penser que Jean-Marie me considère comme un ami. Assurément, je le considère comme un ami. Alors, il a publié Le Roi Machine aux éditions de Minuit en 81, La Nauf des Fous, théâtre, chez Albin Michel en 82, Les Métamorphoses de Tintin, parce que c'est également un tintinologue, Le Prince sacrifié, L'affaire Una Bomber en 96, Les Tombeaux de Guy Debord, L'Audience qui est un livre très important. Tintin encore, Sad in the Abyss, L'archipel Tintin, Le Marquis de Sade a des yeux de fille, Little Nemo, Un siècle de rêve, en tout cas, et l'audience, il nous l'a raconté après la projection du film. Il y a eu une petite période de questions écourtée car les employés de la Cinémathèque avaient fini leur journée de travail et ils avaient hâte de regagner leur domicile. Alors on nous a bien fait sentir qu'il fallait y mettre un terme à cette période de questions. Et dans l'audience, il nous racontait donc, Apostolides, qu'il avait dressé un portrait de sa famille assez dévastateur et certains membres de sa famille ne lui ont plus adressé la parole pendant des années. Et donc, pour en revenir à nos moutons, euh, Michel Mazeron a été, je vais vous faire un bref résumé de la vie de Michel Mazeron et du procédé cinématographique qui a été à l'œuvre. Michel Mazeron est né donc d'une famille bourgeoise, de famille de notables, médecins, avocats, etc. Il y a même une rue dans la Creuse qui porte le nom du docteur Mazeron. Donc, il naît avec un bagage familial important. Il naît avec des pressions sociales, sans doute très, très, très importantes. C'est un premier de classe, c'est vraisemblablement un surdoué. Et à l'adolescence, littéralement, il débarque. Il commence à faire des fugues. Et de premier de classe, son cas commence à se détériorer. Et pendant un temps, il il participe à mai 68, et pendant un temps, il fréquente les situationnistes. Et donc, il est assez rapidement exclu, et de bord, pour justifier son exclusion, et met en garde les autres membres situationnistes, il les met en garde de fréquenter Mazeron, sous peine d'exclusion à leur tour. Et il qualifie Mazeron de cloporte. On pense en tout cas qu'à partir de ce moment-là, Mazeron décroche vraiment. Bon, il reprend des études de médecine à l'âge de 35 ans, il complète 6 années, il lui reste 2 années d'externat, et choisit entre autres de faire une de ces années d'externat à la prison de Fresnes, où il en vient aux mains, il frappe un des gardiens. Alors, il est relaxé, il est congédié, il ne réussit pas à obtenir son diplôme, il entre en poursuite, il commence des poursuites avec les autorités, poursuites qui dureront 13 ans. Et après, il entre dans une sorte de déchéance, littéralement de déchéance. Alors l'intérêt, c'est un film très inquiétant, et c'était la deuxième version. Oui, j'ai omis de vous dire que c'était la deuxième version de ce film. La première est parue, je l'ai visionné en son temps, peut-être c'est en 2006, peut-être. Buvons, buvons et moquons-nous du reste. Et c'était accompagné, le livre est accompagné d'un DVD.
Et c'était une version trash. Alors, le deuxième cinéaste qui l'a remonté, et qui a été vu en Europe au printemps dernier, et qui a été présenté ce soir à Montréal pour la première fois, on a humanisé. On a humanisé le personnage de Mazeron. Qui, et c'est assez troublant parce que ce que nous dit Apostolides, au fond, c'est que ce cousin germain était extrêmement doué et il était l'avenir de sa famille. C'était à lui que revenait le- de porter très haut le flambeau familial. Hein? La, la, la- le surmoi familial, il en était le dépositaire. Alors toutes les attentes étaient braquées sur lui, attentes qui devaient sans doute cacher quelques fêlures familiales. On devine peut-être que la mère ne tournait pas rond, par exemple. Et que peut-être qu'on arrivait aussi, ben, j'avais envie de dire fin de race, mais la formule, elle est affreuse. Mais j'ai évoqué dernièrement dans une des vidéos consacrées à Annie Ernaux la souffrance des transclasses qui portent en eux leur classe d'origine. Hein. Ils ont les pieds boueux. Parfois, leur manière de s'exprimer trahissent leur classe d'origine, la manière de tenir leur fourchette ou leur couteau, les usages à la table, ne pas tenir ses coudes sur la table. Mais il y a un petit signe qui font que on reconnaît l'origine sociale, la personne avec qui qu'on a en face de nous. Mais il y a le déclassement. Et le déclassement, ça ne touche absolument personne. Et moi, c'est un peu la lecture que j'ai faite de ce film. C'est l'histoire d'un déclassement. Oui, j'ai omis de vous dire que le film a été tourné sur plusieurs années et il y a 3 séquences. Et le cousin germain, Jean-Marie Apostolides, est dans le film. Il est dans le film, on le voit apparaître, on le voit poser des questions. Parfois, ce sont des questions embarrassantes. Et des fois, j'aurais envie de dire, ce sont des questions à la fois de psychanalyste, à la fois d'universitaire. Mais l'homme qui est le cousin germain, qui est aviné, qui est devenu un alcoolique fini, qui vit dans une soue à cochon, qui vit sur le RMI, l'équivalent de l'aide sociale, qui a quand même encore quelques amis dans son village, des laissés pour compte comme lui, des fermiers en rupture de banc, je dirais, ou encore des agriculteurs complètement marginalisés, des petits paysans en fait. Et il boit du matin jusqu'au soir. Des chats nombreux envahissent son appartement. Il est, il est dans une dérive totale. Totale, totale. Et c'est assez curieux de voir Jean-Marie Apostolides à côté de lui, filmé à côté de lui, l'interrogeant, et il nous confiera lors de... Il le dit à un moment donné. Il dit, t'es mon cousin, mais t'es plus que mon cousin. T'es aussi mon ami. Et il dira aussi qu'il l'a fréquenté pendant 100 ans, n'exagérons pas, 60 ans pour lequel il éprouvait une véritable amitié. Et la première pièce de théâtre qu'a montée euh, Jean-Marie Apostolides, il avait choisi son cousin Mazeron pour interpréter un des rôles importants de la pièce. Je ne me souviens pas si c'est le rôle principal, mais un des rôles importants. Et ce que nous dit, au fond, ce qu'il faut entendre dans cette histoire de, de Mazeron, c'est que, bon, lui, Mazeron, était celui sur qui toute la famille fondait les espoirs. Il était l'héritier de cette longue lignée. Et quant à Jean-Marie, il était le cancre, celui qui n'avait pas d'avenir au sein de cette famille. Et
tout au long de son existence, Jean-Marie et Mazeron ont partagé le sentiment que l'un et l'autre avaient pris le destin de l'autre. Mazeron se piquait des crises paranoïdes, presque psychotiques, disant que, d'une certaine manière, Apostolides lui avait piqué sa vie et qu'il y avait eu un échange de vie ici. Et c'est troublant parce que on a toujours en mémoire ces histoires de pouponnières où le bébé d'une famille aisée est échangé par mégarde par un bébé venant d'une famille pauvre, par exemple. Et que les destins pouvaient s'entrecroiser. Le film des frères Cohen, Être Llewyn Davis, qui est un film absolument extraordinaire, nous narre les tribulations d'un folk singer et qui va de café en café, de boui-boui en boui-boui, qui traverse l'Amérique avec Goldman, Paul Goodman, qui là-dedans joue un manager complètement à côté de ses pompes et qui passe son temps à dormir. En fait, il dort tout le long. Les quelques apparitions où on voit Goodman, il pique un roupillon. Et tant et si bien que Llewyn Davis ne parvient pas à avoir la carrière qu'il espérait, et tout ça tenait à assez peu de choses. Et la dernière séquence du film, il réussit enfin à se produire dans un cabaret plutôt miteux de New York, et il est tout content de faire l'apparition, de faire la première partie d'un pur inconnu, et le film finit comme ça, d'un pur inconnu qui s'appelle tout simplement Bob Dylan. Alors on comprend que Llewyn Davis, n'existera pas. Llewyn Davis n'aura eu jamais d'existence et qu'il aura fallu assez peu de choses, des choses toutes petites, ténues, pour que les destins eussent été inversés, que c'est lui qui aurait été la grande vedette mondiale et même le Nobel de littérature. Alors il y a de ça ici, les destins qui tout à coup prennent une tournure inattendue et que peut-être il y a une inversion des destins qui se produit. Dans les familles qui ont des secrets très lourds, il y a toujours quelqu'un qui emporte le poids. Et qui même emporte le poids au point d'en être psychotique. Et il suffit que le secret soit délivré pour que la psychose disparaisse. Alors, est-ce que c'est un film autobiographique? C'est un film autobiographique à deux. On aurait envie de dire c'est Montaigne et son ami la Boétie. Parce que c'était lui, parce que ce n'était pas lui, parce que ce n'était pas moi. On aurait envie de dire ça. On aurait envie de dire aussi, est-ce qu'il y a une sorte de... une famille dysfonctionnelle, il y a toujours un bouc émissaire. Et celui qui porte les fautes familiales, celui qui porte la damnation familiale, eh bien, si jamais, par les hasards de l'existence, il en vient à se débarrasser de cette faute, eh bien, c'est un autre membre de la famille qui va la prendre. Et la folie va changer d'incarnation. Alors peut-être que Jean-Marie Apostolides aura réussi, lui, à exorciser les démons familiaux, et tandis que Mazeron, tel un saint expiatoire, aura pris sur lui les fautes originelles de la famille. Alors c'est une espèce de saint alcoolisé, n'aurait pas envie de dire débauché non plus, parce qu'il n'y a pas de... je dirais,
n'y a pas d'élan sexuel dans son comportement. Et en fait, oui, il y a eu une femme à un moment donné, une femme plutôt charmante, et qui le trouvait que c'était un être merveilleux, sauf quand il buvait. Alors, oui, et là, il devenait assez terrifiant, semble-t-il, lorsque l'ivresse mauvaise s'emparait de lui. Et les dernières séquences sont tout à fait bouleversantes de ce film, parce qu'il est devenu, vous disais-je, le film a été tourné sur plusieurs années, en 3 séquences. Il est tout à fait vieux et il récite admirablement des poèmes de Baudelaire. Il connaissait plusieurs langues. C'est un érudit, vous disais-je, mais un érudit qui aurait complètement largué les amarres. Alors, c'est une biographie à double volet. C'est une autobiographie d'un autre. On aurait envie de dire aussi. Hein? L'autobiographie d'un autre, qui aurait pu être moi, qui aurait pu être lui. Et ce qui était troublant aussi ce soir, outre notre sortie dans le centre-ville, parmi ces éclopés, parmi ces ectoplasmes, ces fantômes faméliques, c'est que la première partie de la soirée était consacrée à un film sur Patrick Straham. Et d'ailleurs, c'était les ratés, le thème de la soirée, les ratés du situationnisme. Et le premier, c'était Patrick Straham, ce Français exilé au Québec, et qui, c'est là j'arrive à mon point, a connu une fin, je pense qu'il est mort d'un cancer, d'alcoolisme à l'âge de... Il avait peut-être à peine 48 ans, si mon souvenir est bon. Et ouais, là, il est tard, puis il y a des types assez louches qui sont dans la vitrine. Ils me regardent, je les regarde. C'est étonnant. Ouais, c'est ça, les mecs. Montréal la nuit, hein? Montréal la nuit. C'est une ville tranquille, mais il y a des coins... bon, normalement, ici, c'est un coin plutôt tranquille. Et là, ils me jettent des petits coups d'œil furtifs. Ils doivent se demander ce que je fais, parce qu'ils ne voient sans doute pas la caméra, et ils me voient gesticuler comme ça. Bon. De toute façon, la vidéo, il est temps qu'elle se termine. Je tenais à la faire ce soir. Je tiens à ne pas manquer aucun rendez-vous. J'ose pas vous dire pourquoi, parce que je crains de m'avancer trop en avant en vous disant pourquoi je ne cède pas. Mais pour l'instant, j'avance pas mes couleurs, même si c'est la 265e consécutive. Ça battra pas le record de 2012. 2012, je pense, j'ai été là toute l'année, moins une journée. Et ça échappait à mon contrôle. Évidemment, parfois, elles peuvent être différées, les vidéos, parce que maintenant, j'ai mon handicap. Alors donc, pour finir avec Patrick Straham, dans les derniers moments de sa vie, vivait dans un HLM de pauvres, dans le centre-ville de Montréal. Et ce HLM-là, c'était le HLM dans lequel vivait ma grand-mère. Et ma grand-mère qui a passé, je ne calcule plus le nombre d'années qu'elle a passé dans ce HLM, sans doute une quinzaine d'années, facilement. Et alors donc, je le croisais régulièrement dans l'ascenseur. Il était dans un piteux état, sale, maigre, alcoolisé, et jamais, moi j'avais déjà lu tous ses livres, et même j'avais même certains de ses livres, je les avais lus plusieurs fois, parce que la dérive situationniste m'a toujours interpellé. Et je les crains également, parce que les dérives peuvent nous entraîner bien au-delà de ce qu'on pourrait souhaiter.
Alors je le croisais régulièrement et je n'ai jamais osé lui adresser la parole. Et je n'ai jamais osé lui dire donc que j'avais lu ses livres. Alors ce soir, ça a été un télescopage à la fois dans la double vie, si je puis dire, de Jean-Marie Apostolides, le retour au centre-ville parmi les ombres et l'évocation de Patrick Straham dans le misérable HLM qu'occupait ma grand-mère. D'ailleurs, dans un des ouvrages de Régine Robin, elle décrit en termes peu poétiques ce bâtiment où vivait, parce qu'elle évoque Patrick Straham, elle évoque aussi ces grands... Régine Robin, pas Régine Robin, oui, Régine Robin, je dis Marthe Robin, je pense que j'ai dit Marthe Robin, là, la sainte frauduleuse. Régine Robin a décrit, a fait beaucoup de textes sur les villes et les promenades à l'intérieur des villes, comme l'a fait Walter Benjamin dans la ville de Paris. Alors, le consacré, va sans dire, je pense un livre, ou en tout cas plusieurs chapitres dans un de ses livres sur la ville de Montréal, et de ce situationniste en rupture de banc, parce qu'ils ont eu des échanges assez virulents, Guy Debord et Patrick Straham. Eh bien, elle nous décrit, au fond, sa dernière halte. Et elle le décrit avec beaucoup... et là, j'ai eu un petit pincement au cœur en me rappelant que ma pauvre grand-mère y vivait dans ce HLM pour pauvres. Est-ce que je vous lis... parce qu'on nous a remis... Est-ce que je vous lis ça? Est-ce que c'est trop long ou j'arrête ça pour ce soir? On va voir. Ça a quelques pages. Attendez. Ou je nous garde ça pour un autre soir. Ouais, je vais nous garder ça pour un autre soir parce que on nous a remis, les spectateurs présents à ce visionnement, on nous a remis une brochure, Le paradoxe du raté, par un jeune homme qui s'appelle Silvano et qui va justement faire paraître au PUM la correspondance de Debord et Straham, et va nous offrir aussi en début d'année, j'ai cru comprendre, ou dans l'année 2023, une réédition du Cahier pour un paysage inventé, une rareté bibliophilique dans laquelle on retrouve Guy Ernest Debord, Gaston Miron, Ascarium du groupe Cobra et d'autres. Et c'est en 1954, si je ne m'abuse, c'est un objet rarissime, un truc que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et ils vont reproduire à l'identique le cahier qui était devenu en quelque sorte mythique pour les amateurs à la fois du situationnisme et à la fois de la poésie. Alors le paradoxe du raté, Jean-Marie Apostolides, suivi de Feuillet d'été, poème inédit de Patrick Straham, publié en 1951. Et là, je vois le nom de... C'est le nom du cinéaste que j'ai sans doute incorrectement nommé. C'est Bertrand Renaud Dino. Alors, et le livre a été le livre dont je vous ai parlé, Buvons, buvons, et Moquons-nous du reste, est paru en 2011 chez l'Harmattan. Je pensais que c'était 2006-2007. Et 2011. Comme quoi, hein, le temps ne passe pas si vite. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis demain, à demain. Et en attendant, je vous dis bonne nuit parce que là, il doit être... normalement, à cette heure-là, je dors. Mais je tenais quand même à faire ma vidéo du jour. Et demain, sans doute, je vais vous parler de toute autre chose. Mais d'une certaine manière aussi, c'est une dérive. Celle de Brad Cormier, un livre exceptionnel. Je ne crains pas de le dire. Peut-être le qualificatif est trop fort, mais un livre qui m'enchante tout à fait. Voilà, qui me fait plaisir. Alors, sur les traces des Franco-Américains, et là, c'est des personnages hors normes qui empoignent la vie à bras-le-corps.
Ce n'est pas un refus, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas... non, ce sont des conquérants. Je vous remercie et à demain.